Je vais commencer avec une petite citation pour introduire ce débat. Dans le monde, troubles sociaux, manifestations violentes, révoltes, voire révolutions, les risques d'effondrement de la société mis sous le boisseau par les mesures de confinement adoptées dans la majorité des pays du monde pourraient de nouveau faire irruption dans le paysage. La crise sanitaire du Covid-19 ne fera qu'exacerber les conditions préexistantes d'inégalité partout où elle frappe. À plus ou moins brève échéance, certains s'attendent à des soulèvements, voire à des révolutions. La perspective de la fin du confinement pourrait bien réveiller le volcan d'une contestation sociale qui couvait avant le déclenchement de la pandémie. Est-ce qu'une fois de plus, ce sont les militants gauchistes qui prennent leur désir révolutionnaire internationaliste pour la réalité? Eh bien non, cette fois, c'est l'ennemi de classe qui parle, qui fait ce constat-là. Plus précisément, j'ai cité l'éditorialiste du journal patronal Les Échos de mardi dernier, que j'ai cité textuellement. En un mot, ce lanceur d'alerte qui invoque le volcan de la contestation sociale mondiale, c'est la voix du MEDEF, autrement dit celle des donneurs d'ordre et conseillers de Macron et ses ministres. Le même jour, le journal Le Monde, cette fois la référence de la bourgeoisie française bien pensante, titrait à la une en gros caractères « La planète bascule dans la crise sociale », en y consacrant tout un dossier qui parlait d'un gigantesque choc social. Et ce choc social, les dirigeants de notre monde le regardent attentivement, car qui sait combien de révoltes s'y cachent. Le monde était déjà une poudrière avant le coronavirus et il se demande ce qui pourrait jouer le rôle d'étincelle entre la faim, le chômage et la répression qui, tous à des degrés divers, frappent les travailleurs du monde entier. Une pandémie de révolte et de révolution sociale pourrait bien suivre celle du coronavirus. Il se pourrait même que le renversement du capitalisme soit à l'ordre du jour. En tout cas, c'est ce que craignent les possédants. Revenons donc sur l'état des lieux dans le monde en ce moment. Dans la plupart des pays riches, avec différents temps de retard, on a pratiqué un confinement destiné à gérer la pénurie et l'insuffisance des structures hospitalières, en même temps que le chômage augmente, voire explose comme aux États-Unis, et que les revenus de la population baissent. Dans les pays pauvres, les conséquences sociales et économiques des mesures de confinement ont bien souvent précédé la contamination massive de la population par le virus. En Inde, par exemple, le confinement brutal et policier a laissé dans le dénuement le plus total des centaines de milliers de travailleurs. Travailleurs qui ont perdu subitement leur travail et cherché par tous les moyens à rejoindre leur village d'origine pour éviter une mort certaine dans les rues des mégalopoles indiennes. Pour vous donner une idée de la détresse des travailleurs, je vais citer juste un chiffre de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui est une agence spécialisée de l'ONU. Donc l'OIT nous précise que 60% de la population mondiale, de la population active mondiale, vit de revenus journaliers dans l'économie informelle. Cela représente 2 milliards de personnes, 2 milliards. Et pour la plupart, il ne faut pas compter sur de quelconques aides sociales. Alors, prenons quelques exemples de la crise parmi tant d'autres. À Mayotte, le gouvernement français a bien dépêché un porte-hélicoptère sur place, mais plus pour contrôler une population qui vit à 80% sous le seuil de pauvreté que pour lui apporter de l'aide. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le maire Les Républicains d'une ville de Mayotte. À Sao Paulo, les mesures du confinement du 23 mars ont été plus rapides que celles pour aider les pauvres. Les enfants qui auparavant pouvaient compter sur l'école pour manger se retrouvent sans rien, notamment dans les favelas. À Gaza, encore, cette prison perpétuelle à ciel ouvert, la première réaction de la jeunesse a été l'humour. Et oui, rigolent les Gazaouis, Gaza est l'endroit le plus sûr du monde grâce au blocus israélien qui empêche tout déplacement. Sauf que la blague vire au tragique quand on sait que 17 des installations hospitalières de Gaza ont été bombardées pendant la guerre de 2014. Que dire de la Cisjordanie? Les travailleurs palestiniens qui se rendent tous les jours en Israël sont renvoyés de l'autre côté du checkpoint à la moindre suspicion de Covid-19 et sans aucun traitement. Et dans tous ces pays pillés par les grandes puissances et qui dépendent désormais essentiellement de l'importation de nourriture de base, que se passe-t-il? La famine se fait sentir déjà. L'Afrique, et en particulier l'Afrique subsaharienne, est le continent le plus menacé. Le Somalie et le Soudan du Sud souffrent de la perturbation des approvisionnements en céréales. L'Angola, le Nigeria, le Tchad sont tributaires de leurs exportations pour payer les importations de denrées. Sans oublier l'arrêt du tourisme et, pire encore, l'effondrement des envois de fonds des émigrés. La situation devient intenable. Et parmi les pays les plus menacés par les pénuries alimentaires, il y a aussi les pays exportateurs de pétrole, comme l'Iran, l'Irak, l'Algérie. Plus dramatique encore, la Syrie et le Yémen en proie à la guerre. Alors, dans de nombreux pays, un seul cri résonne. Que choisir? Mourir du coronavirus ou mourir de faim?
Face à la crise, les gouvernements se tournent vers un confinement répressif, meurtrier. Dans les townships sud-africains que vous pouvez voir en bas à gauche, la police disperse les habitants devant les magasins à l'aide de canons à eau, de balles en caoutchouc, voire même de fouets. On pourrait citer aussi l'Inde, où il y a aussi une répression pour toutes les personnes qui sortent dehors. Mais pour autant, fait-il si bon vivre notre confinement dans les pays riches de notre planète? On a une camarade américaine tout à l'heure qui fera le point sur la situation aux États-Unis, mais mentionnons une seule image. Celle en Pennsylvanie, au nord-est du pays, d'une queue de voitures de 14 km de long du côté de Pittsburgh au début du mois, où 800 voitures sont venues récupérer des colis alimentaires. Et cette scène se répète toutes les semaines. Et la France n'est pas en reste dans la misère, comme l'a montré la colère des quartiers populaires le week-end dernier. Il y a aussi les étudiants, les premiers à avoir perdu un job pourtant essentiel pour leur survie. Dans les squats de migrants, ce sont les associations qui permettent le ravitaillement et le suivi sanitaire. Et dans certains campements roms, il a fallu la menace du virus et la pression des associations pour que l'eau courante soit installée. Dans un email récent dévoilé par le Canard enchaîné, le préfet de Seine-Saint-Denis évoque des potentielles émeutes de la faim. Nous comptons, je cite, entre 15 000 et 20 000 personnes qui, entre les bidonvilles, les hébergements d'urgence et les foyers de travailleurs migrants, vont avoir du mal à se nourrir. Alors, bien sûr, on a le droit aux leçons de certains capitalistes philanthropes, ces milliardaires qui font la charité d'un milliard quand ils en ont gagné au bas mot 100 fois plus. Écoutons Bill Gates, par exemple, le gourou de Microsoft, l'homme le plus riche du monde. Personne ne peut continuer, nous dit-il, le business as usual, le business comme d'habitude. Si nous prenons les bonnes décisions, nous pouvons sauver des vies et faire que le pays reprenne le travail. Fin de citation. Notez bien, comme ici, comme en France, il s'agit de faire reprendre le travail, rien de très humaniste là-dedans. Si on sauve des vies, c'est pour que leur économie reparte. Et pourquoi tant de compassion maintenant, aujourd'hui? Eh bien, contrairement à d'habitude, l'épidémie, au tout début, ne s'est pas propagée parmi les populations pauvres, mais a suivi le parcours, vous le savez peut-être, des échanges planétaires par avion. Donc l'épidémie a suivi les divers hommes d'affaires et les congrès de managers, et accessoirement quelques rassemblements évangélistes. Bref, ce virus a d'abord touché le haut de la chaîne de commandement. Cela ne leur a par exemple jamais trop posé de problème que 400 000 personnes meurent du paludisme chaque année dans les pays pauvres. Donc nous sommes 7 milliards d'êtres humains répartis dans près de 200 pays. Et pourtant, la grande bourgeoisie applique partout la même méthode, partout la même politique avec des méthodes similaires, mais à des degrés divers. Et si nous ne réagissons pas, ils nous feront payer la facture partout. Justement, des réactions, il y en a, et elles dessinent un avenir de solidarité et d'organisation entre exploités beaucoup plus sympathique que ce que nous réservent les capitalistes. Je prends quelques exemples. En Chine, sur le mois de mars, l'ONG China Labour Bulletin recensait 52 sites où des protestations avaient eu lieu et avaient fuité sur les réseaux. Puis 20 sur le mois d'avril. La plupart du temps pour des impayés de salaires dans des usines ou des hôpitaux, mais aussi de nombreux chauffeurs de taxi qui n'avaient perdu tout revenu durant le confinement. Au Bangladesh, c'est les ouvrières de textile qui sont dans la même situation. La demande en production de Zara, H&M et d'autres magasins se raréfie, les salaires restent impayés et la colère qui grondait éclate. Aux États-Unis, de Amazon aux usines automobiles du Midwest, comme dans le Michigan ou l'Ohio, les travailleurs sont partis en grève sauvage contre leur direction, mais aussi contre leurs représentants syndicaux pour exiger des conditions de travail permettant de faire face au virus. En Grèce, c'est dans une entreprise de taxi, Taxibit, rachetée récemment par le groupe Daimler, qui a vu ses travailleurs se coordonner pour résister aux attaques et organiser un débrayage massif. C'était le 9 avril dernier. Et je passe sur bien des réactions des travailleurs en France, dont nous avons déjà parlé la semaine dernière et que nous pouvons évoquer aussi si nous en avons envie. Alors, tout ça pour dire que les riches dansent sur un volcan, et ils le savent. La pandémie et les mesures de confinement ont certes stoppé les nombreuses mobilisations en cours au Liban, en Algérie, au Soudan, en Irak et aussi en France, provisoirement. Car la contestation couvre toujours sous d'autres formes. Il n'y a pas que les réunions de boulot ou les apéros virtuels qui peuvent se faire à distance. Les réunions peuvent aussi se faire virtuellement pour exprimer la colère. C'est que le monde d'après, celui que souhaitent les exploiter, se prépare dès maintenant. Une fois l'urgence médicale passée, il pourrait bien y avoir, comme le craint le journal patronal Les Échos, troubles sociaux, manifestations violentes, révoltes, voire révolutions. Les travailleurs, les pauvres du monde entier, auront pu voir que les riches du monde entier les traitent de la même façon, de quoi nous unir dans une même lutte.
Et c'est dans ce tel contexte que la voix des révolutionnaires, aujourd'hui certes encore minoritaire, peut se faire largement entendre auprès des exploités et des opprimés. Une voix totalement subversive, qui s'oppose à l'union nationale, qui s'oppose au repli derrière les frontières et au compromis avec les régimes en place. Des organisations révolutionnaires, en particulier du courant trotskiste, même si la plupart du temps il s'agit de petits groupes, ces organisations-là existent dans la plupart des pays ayant connu une vague révolutionnaire en 2019. Et plus nombreux encore sont ceux qui, sans forcément être encartés, se disent révolutionnaires, l'ont exprimé et réfléchissent aux moyens de s'entourer, de se regrouper, de tisser des liens entre militants de différents pays et de proposer de véritables perspectives aux révoltés. C'est dans ces circonstances que peuvent émerger de véritables partis révolutionnaires qui peuvent faire leurs preuves, voire peut-être même permettre l'émergence, enfin, d'une internationale ouvrière. C'est ainsi que les idées deviennent une force quand elles s'emparent des masses, disait le jeune Karl Marx. Bref, de quoi envisager sérieusement le monde d'après, le nôtre.